premier rendez-vous avec Jonas Schneider. De premier rendez-vous sur la première et un premier rendez-vous entre deux personnalités libres aujourd'hui. Notre première invitée a connu de nombreuses vies. Elle fut médecin, conseillère nationale, galeriste, écrivaine, femme libre. Elle a fait de la recherche à Boston et Paris, puis a créé un institut familial de médecine esthétique avec le père de ses filles, tout en commençant une carrière de politicienne PLR. Dans les années 90, cette Genevoise, qui vit aujourd'hui entre sa ville natale et Paris, devient galeriste, chroniqueuse d'art et commence à écrire des livres. Divorcée, à l'écart de tout ce qu'on attend d'une femme et encore plus d'une femme politique, elle mène sa vie comme elle l'entend. Le dernier livre, qu'elle a d'ailleurs écrit, est un essai sur le destin de plusieurs femmes libres, publié il y a 3 mois aux éditions Odile Jacob. Il est intitulé « Femme hors norme ». Voici comment on aurait pu la présenter, une femme hors norme. À 20 ans, la vie de notre deuxième invité a changé. Non seulement il crée à cet âge-là sa première entreprise de réparation, la Bonne Combine, mais c'est aussi cette année-là qu'il refuse de faire l'armée. Cet acte de rébellion le conduit en prison pour 7 mois. La vie nous réserve cependant bien des surprises puisqu'il entre au Grand Conseil vaudois quelques années plus tard chez les Verts avant de devenir conseiller d'État vaudois. Il quitte la politique en 2012 après avoir inauguré son premier grand projet, la gare de Prix-Malais. Il est aujourd'hui revenu à ses premiers amours. Il dirige une entreprise d'informatique qu'il a créée dans une logique de durabilité qui lui est chère. La première est Barbara Polla, le second François Marthaler. Bienvenue dans Premier Rendez-vous. De 14h à 15h. Premier rendez-vous. Bonjour à vous deux, bonjour Barbara Polla. Bonjour. Bonjour François Marthaler. Je disais premier grand projet, ma langue a fourché, grand projet tout court, il n'y a pas de premier là-dedans, n'y voyez pas une critique avant même de vous dire bonjour. Première question pour vous Barbara Polla, racontez-nous un premier rendez-vous qui vous a marqué. Alors comme je vous ai demandé l'autorisation tout à l'heure, j'aimerais parler de 2 rendez-vous, donc je les raconterai très brièvement. Autorisation accordée. Merci. Le premier, c'est avec ma première fille, quand elle est née, de découvrir, en fait, de rencontrer pour la première fois cette petite personne. C'est un moment inoubliable. Le deuxième rendez-vous, c'est mon premier rendez-vous avec Odile Jacob. Et en fait, c'était très drôle parce que ça faisait très longtemps que j'attendais ce rendez-vous. J'arrive, je lui avais soumis un manuscrit, elle l'avait visiblement pas encore lu. On commence à parler et se développe une complicité évidente. Donc, elle me dit oui, on va faire ce livre donc sur les femmes. Je voulais l'intituler Exister femme. Et puis elle me dit mais vous savez Barbara, en français on dit pas manger pomme. Et à la fin quand je suis sortie, elle m'a dit mais vous allez l'écrire en français ce livre, n'est-ce pas? Voilà. Elle vous a rabroué un peu, non? Souvenir d'un premier rendez-vous qui fut suivi de nombreux autres entre 2 femmes complices désormais. Et qui aime la provoque manifestement, c'est aussi votre cas, vous auriez pu sortir quelque chose comme ça, vous allez l'écrire en français ce livre. Je sais pas. Ça, non? Je crois que je suis quelquefois provocatrice, mais pas pour être provocatrice, c'est simplement parce que je dis ce que je pense. Donc la provoque m'intéresse pas en tant que telle, elle est souvent une conséquence de ma manière d'être que je dois assumer. François Marthaler, un premier rendez-vous marquant pour vous. Oui, de premier rendez-vous, il n'y en a en réalité eu qu'un. En fait, c'était un premier définitif rendez-vous. Je vais essayer de la raconter. C'est une jolie histoire. De la manière la plus courte qui soit, vous avez évoqué mon objection de conscience. Effectivement, 7 mois de prison ferme, faute d'avoir pu démontrer mon conflit de conscience, puisque les juges du tribunal militaire m'ont demandé qu'est-ce que je ferais si on violait ma sœur sous mes yeux. Est-ce que j'utiliserais la violence pour la défendre ou pas? Ma sœur était dans le tribunal. Donc j'ai répondu non, raté, 7 mois ferme. Et comme j'ai pas voulu me soumettre à l'ordre de marche qui m'amenait cette fois-ci à la prison, j'ai quitté la Suisse pour une période de 10 ans jusqu'à prescription de la peine en question. J'ai fait une formation de moniteur de planche à voile. Je suis remonté à Paris pour essayer de trouver du boulot au Club Méditerranée ou ailleurs, ce que je n'ai pas réussi à faire. Et puis je me baladais dans Paris avec l'intention d'aller dans une radio libre. C'était à l'époque un petit peu ces milieux underground où on osait diffuser sur les ondes sans autorisation. Et je me rends dans une de ces radios libres. Et je sais pas pour quelle raison, dans le métro, j'étais de bonne humeur, tout seul avec mon sac à dos. Il y a un vendeur de roses à qui j'achète une rose. Non mais bon Dieu, je suis tout seul à Paris, pourquoi est-ce que j'achète une rose? J'achète cette rose et je me rends à la radio libre
qui est un espace entièrement peint en noir, avec un bar, une charmante jeune femme derrière le bar. Je me présente au bar avant d'entamer la visite et je tends ma rose, comme il se devait, à la première personne qui se présentait, qu'elle a pris poliment. Puis à côté, il y avait un jeune homme fort bien fait, qui s'esclave de rire et avec qui j'engage la conversation plutôt qu'avec la serveuse, qui finit par m'inviter chez lui. Quelque temps plus tard, puisque j'avais besoin de me loger, il m'invite à l'anniversaire de sa sœur et d'une copine. Et je me présente dans l'appartement et je tombe sur celle qui va devenir ma femme. Et à 23h, l'affaire était faite. On a décidé. Vous étiez mariés? Non. On a décidé de prendre le premier avion. Il y avait plus d'avion. J'ai voulu prendre le dernier train. Il y avait plus de train. J'ai voulu louer une voiture. Et il y avait pas possibilité à cette heure-là de louer une voiture. Finalement, on est parti en stop et on a atterri à Saint-Malo le lendemain matin. Et en fait, de ce jour-là, on ne s'est jamais quitté. Voilà. Mais vous voyez quoi là-dedans? Le destin? Parce que vous nous racontez que vous avez été attiré par cette rose que vous avez achetée. C'est très particulier comme histoire. Ça reste complètement fascinant pour moi. Pourquoi est-ce que j'achète une rose alors que je suis tout seul à Paris? Je sais pas, mais... Vous n'avez pas tenté de l'expliquer? Ce qui est certain, c'est que si je l'avais pas acheté, cette rose, j'aurais jamais rencontré la femme de ma vie. Incroyable. Vous avez 2 minutes chacun pour vous poser des questions l'un à l'autre. C'est notre exercice du speed dating. On commence avec vous, Barbara Polla, qui posait des questions à François Marthaler. 2 minutes pour récolter un maximum d'informations. C'est parti. Qu'est-ce que vous aimez chez les femmes? Oh là. Tout, très franchement dit. Voilà, c'est une drôle de question. Vous m'auriez posé la question de ce que j'aime chez ma femme. Ça aurait été différent, mais là je suis un petit peu gêné, franchement. Je peux pas dire la même chose de toutes les femmes. Pourquoi, à l'époque, ne pas faire le service militaire? C'est la conviction que si demain, comme je l'ai dit dans une interview à l'Illustré, si demain on posait la question à l'ensemble des citoyens de la planète de savoir s'ils veulent continuer les efforts de guerre et de se soumettre à ces massacres comme ce fut le cas depuis la naissance de l'humanité, je pense qu'ils répondraient tous non. Donc pour moi, c'était absolument naturel que si tu veux la paix, ne prépare surtout pas la guerre. Et quel est votre engagement pacifiste aujourd'hui? Il est un petit peu plus discret, mais c'est vrai qu'il m'arrive d'écrire. Je fais partie de l'APRED, une association qui milite en faveur de la paix. C'est vrai que c'est. Et puis bon, je conserve surtout ma révolte face aux remontées de la violence. C'est vrai que pendant des années, en fait, depuis la fin de mon adolescence et de ma révolte contre la société, contre l'armée, j'avais l'impression que tout allait vers le mieux. J'ai assisté à la fin de l'Empire soviétique. Attendez, j'ai d'autres questions. D'accord. Quel genre de père êtes-vous? J'essaye surtout de transmettre, je crois, les valeurs auxquelles je crois, de partager un maximum avec mes enfants, de servir tant que faire se peut d'exemple, et puis voilà, on fait au mieux. Vous avez des filles, des garçons? J'ai 2 garçons. Ils ont quel âge? Ils ont 35 et 29. C'est la dernière question, Barbara. D'accord. Comment auriez-vous été avec une fille si vous aviez eu une fille? Quelle aurait été la différence de votre attitude de père? J'ai toujours rêvé d'avoir une fille parce que c'est vrai que le rapport des filles à leur père est assez manifestement différent. On vivait en copropriété avec des voisins qui avaient une fille et je regardais de manière émerveillée l'attitude de la fille vis-à-vis de son père. Mais par bonheur, mon fils aîné a eu il y a 4 ans une petite fille que je vois toutes les semaines et avec lequel je découvre avec émerveillement cette relation un peu différente. On est au terme des 2 minutes. J'ai noté votre truc. Attendez, j'ai d'autres questions à vous poser. Je l'utiliserai, ça a l'air efficace pour couper un invité. J'ai une question à vous poser sur François Marthaler, Barbara Polla. Il y a 30 ans, quelle est la profession que François Marthaler avait indiquée dans l'annuaire téléphonique? Faut essayer de le deviner.
Ça va être C'est en dur. fait impossible à deviner, mais essayez de deviner ce qu'il a pu inscrire dans l'annuaire téléphonique François Marthaler il y a 30 ans. Pacifiste. Ça aurait pu être pacifiste. C'est taxidermiste en idéologie. C'est drôle parce que c'est toujours C'est valable. similaire. D'être taxidermiste en idéologie, ça veut dire que, en fait, on prend des idées, puis on essaye de leur donner une forme durable qui résiste à la mort. Pacifiste, c'est assez synonyme. Il y a quand même l'idée de l'idée morte dans taxidermiste en idéologie. François Marthaler. Non, mais c'est vrai que les idéologies, moi, je les vois mieux sur une étagère empaillée que à l'œuvre. J'ai un petit problème avec les idéologies, à savoir ces systèmes qui fonctionnent en circuit fermé, où tout ce qui n'entre pas dans le système est tout simplement éjecté, ignoré, combattu. Peut-être aurais-je dû dire utopie plutôt qu'idéologie. Enfin, taxidermiste d'utopie, ça, par contre, je trouve que ça, c'est un joli métier. Ouais. Donner l'éternité aux utopies. Mais pour l'anecdote, effectivement, le téléphone sonne il y a une trentaine d'années chez moi, genre à 7h30 du matin, c'était encore les PTT. Vous avez oublié d'indiquer votre profession dans l'annuaire. Puis je sais pas ce qui m'a passé par l'esprit à cette heure-là. Je dis, mettez taxidermiste en idéologie. 2 ans plus tard, à peu près à la même heure. Donc sans rechigner, le type note taxidermiste en tout à fait. idéologie. 2 ans plus tard, le téléphone sonne et c'est une personne qui me dit, écoutez, il y a mon chef qui me dit que votre profession, ça va pas tellement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est comme genre de profession? J'ai dit, écoutez, mademoiselle, vous savez ce que c'est qu'un taxidermiste. Vous savez ce que c'est qu'une idéologie, donc vous savez ce que c'est qu'un taxidermiste en idéologie. Point. Et ça figure toujours à l'annuaire, ça fait 30 ans. On inverse les rôles. François Marthaler, vous avez 2 minutes pour poser des questions à Barbara Polla. C'est parti. Quand vous voulez. Moi, j'ai pas préparé une batterie de questions. Il y en avait une qui me venait à l'esprit quand j'ai vu que cette question se posait dans le cadre de votre émission. C'est comment est-ce que... je commence par le début quand même, avant de faire des procès d'intention. Est-ce qu'à 20 ans, Barbara Polla était de gauche ou de droite? À 20 ans, Barbara Polla savait pas ce que c'était que la gauche ou la droite. En fait, réellement, j'étais d'une ignorance politique profonde. Ma première émotion politique remonte à quand j'avais 17 ans. J'étais en Grèce. J'admirais énormément une personne qui était le pope Papa Yorios Dimitriadis, qui était un peu l'équivalent de l'abbé Pierre, qui travaillait dans un bidonville d'Athènes où j'ai passé 6 mois. Et quand les colonels sont arrivés au pouvoir en 67, une des premières choses qu'ils ont faites, c'est mettre cet homme en prison. Et en fait, dans ma famille, à table, on parlait pas des misères du monde, on parlait de Goethe, de Nietzsche, de Kandinsky, donc j'avais aucune idée. Et j'étais tellement sidérée que cet homme ait été mis en prison que mes parents, qui étaient un peu olé, m'ont dit, va le voir en prison. Donc je suis allée avec sa fille et j'ai découvert un homme détruit au seuil d'une cellule de 2 mètres sur 2 dans laquelle ils étaient 10 et qui m'explique tu vois Barbara, on peut pas dormir tous à la fois, donc il y en a 4 qui se couchent et les autres on attend qu'ils aient dormi. Et ça, dans un cerveau vierge de politique qui ignorait tout de la gauche et de la droite, ça a mis une marque extrêmement profonde qui est la valeur de la liberté, qui explique mon engagement plus tard au Parti libéral, qui explique ce que je fais aujourd'hui avec l'art, qui est défendre la liberté. Parce que vous savez, dans le mot libéral, il y a la liberté. Après, il y a la réalité du terrain, qui est un peu différente, mais voilà. D'accord, c'est tout à fait la réponse que j'attendais, parce qu'au fond, vous faites partie, il a été mentionné le Parti libéral radical. Vous êtes d'abord libéral, donc vous êtes d'abord une politicienne humaniste, libertaire. Humaniste, non, pas libertaire, peut-être. C'est plus juste que libertaire. Je m'engage pour la liberté, celle des autres comme la mienne, parce que tant que la liberté n'est pas de tout le monde, ce qui n'arrivera pas de mon vivant, je le crains, mais donc ma liberté est amputée aussi, mais libertaire, ça a un côté, c'est pas vraiment moi, non. Tiens, en parlant de liberté, François Marthaler, j'ai une question à vous poser sur Barbara Polla. Qu'a fait Barbara à l'âge de 4 ans pour la première fois? Du ski.
Non, j'ai jamais fait du ski. J'ai même pensé à un moment donné au Conseil national de faire une pétition pour interdire le ski pour des raisons de santé, parce qu'on parlait toujours des coûts de la santé, des coûts de la santé. Vous imaginez ce que ça coûte enfin, c'était une boutade, mais quand même. Non, j'ai jamais fait de ski. Madame Liberté veut interdire le ski, vous entendez ça? Bon. Ça m'a rendu très populaire. Je peux imaginer. Qu'est-ce que vous avez fait, Barbara, pour la première fois à l'âge de 4 ans? Je suis allée vers le portail de mon jardin. C'était un jardin assez grand. J'ai regardé pour être sûre que personne me voyait. J'ai grimpé sur la petite barrière du portail pour ouvrir le truc. Oui, le portail. Le portail. Le Et je suis partie. Et j'ai marché jusqu'au village. C'était quand même de Tonnet à Schenbourg avec mes petites jambes de 4 ans. Vous avez fugué. Pour aller voir le monde. Voilà, j'ai fugué à 4 ans pour la première fois. La liberté, quand même. C'était là, hein. Ça, mais... Ouais. Et vous avez refugué régulièrement? Régulièrement. Vous fuguez toujours? Je fugue toujours. Fugueuse, finalement. Je savais pas comment vous présenter, parce que alors, l'enchaînement de titres que vous avez, hein, médecin, ancienne conseillère nationale, galeriste, écrivaine, qu'est-ce qu'on a oublié d'autre, hein? Chef d'entreprise. Peut-être mère de 4 filles. Mère de 4 filles, oui. Sur la carte de visite, ça prend de la place, hein. Chez vous aussi, d'ailleurs, François Martalère. On va écouter Pascal Rinaldi avec un titre extrêmement compliqué à prononcer. Qu'en est-elle d'il? Vous connaissez ce titre? Non. Et pourtant, il devrait vous parler. Écoutez. Sur sa carte d'identité, au feutre indélébile, elle a écrit garçon manqué. C'est pas toujours facile, c'est pas courant dans nos tribus. Ça inspire la méfiance de renier les attributs reçus à la naissance. Il est pas du genre que l'on croit, tout seul devant sa glace. Il se dit non, ce n'est pas moi, c'est un autre à ma place. Chez lui, il sent bien que la femme est le meilleur en l'homme. Un virus dans le programme, au rayon chromosome. Qu'en est-elle d'il? Qu'en est-il d'elle? Elle est presque il est presque elle. Qu'en est-elle d'il? Qu'en est-il d'elle? La frontière est fragile. Être l'une plutôt que l'un, c'est décrocher la lune. Briser le miroir sans fin, passer de l'un à l'une. Est-ce un bug à la naissance, entre l'X et l'Y? On dirait qu'il y a eu gourance, il n'y a plus qu'à faire avec. Qu'en est-elle d'il? Qu'en est-il d'elle? Elle est presque il est presque elle. Qu'en est-elle d'il? Qu'en est-il d'elle? Changer de pays ou de ville, c'est pas ça qui est difficile. Changer de peau, changer de corps, quand celui-ci n'est plus raccord. Qu'en est-elle d'il? Qu'en est-il d'elle? Elle est presque il est presque elle. Sur sa carte d'identité, au feutre indélébile, elle a écrit garçon manqué. C'est pas toujours facile.
Pascal Rinaldi sur la première avec Qu'en est-elle d'Il? J'ai réussi à le prononcer. 2 invités qui font leur premier rendez-vous, Barbara Polla et François Marthaler. La première est médecin, fugueuse et auteur, et le second, ancien conseiller d'État, créateur de la bonne combine, entre autres. Barbara Polla, pourquoi est-ce qu'on a écouté ce titre? Dites-le nous. Vous le savez maintenant. Oui, maintenant je le sais. C'est parce qu'il parle de transgenre et que dans mon dernier livre, Femmes hors normes, qui d'ailleurs s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Simplement, j'ai parlé plus des femmes parce que les normes que la société impose aux femmes sont plus restrictives que celles qu'elle impose aux hommes, même si elle leur impose beaucoup de normes aussi. Et je parle entre autres d'histoire de genre, et de la norme du genre, de comment il faut être une fille, de comment il faut être un garçon, et de comment c'est compliqué quand on est dans un corps de garçon et qu'en fait on se sent fille ou le contraire. C'est le cas d'Hilary Thompson dont vous parlez dans le livre. Absolument. Hilary Thompson, donc petit garçon, est persuadé qu'en grandissant, il va devenir une fille puisque il se sent fille. Et il se rend compte que c'est pas si simple. Il vit aux États-Unis et qu'il doit se conformer à des normes qui ne lui correspondent pas, au risque autrement de vraiment être confronté à de graves problèmes. Et toute cette énergie bouillonnante en lui, il l'exprime en faisant du skate. Il devient extrêmement bon en skate. Et quant à l'âge adulte, il décide de devenir elle. Elle devient une femme, magnifique par ailleurs, et elle arrête le skate. Parce que elle se dit, je sors de l'armoire, je quitte l'armoire des garçons, je rentre dans l'armoire fille. Dans l'armoire fille, il n'y a pas les skates. Et en fait, le sortir de la norme, c'est ça le risque, c'est qu'on rentre tout de suite dans une autre norme. Et elle a mis un peu de temps jusqu'à vraiment se réaliser elle-même et se dire, en fait, moi, ce que je veux être, c'est une fille qui fait du skate. Et aujourd'hui, elle est la première championne de skate aux États-Unis, avec toute la difficulté qu'elle rencontre à vivre comme une transgenre en Caroline du Nord aujourd'hui. Et elle écrit ça dans le livre, elle m'a écrit tout ça dans le livre d'une façon magnifique. Je pense qu'il pourrait toucher tous ceux qui vivent des choses similaires. Casser les normes d'un autre côté. Racontez-nous... je vous ai présenté, la médecine esthétique, ça fait bien partie de votre vie. Est-ce que là, on n'est pas précisément pas en train de casser les normes lorsqu'on fait de la médecine esthétique? Alors, moi, ça m'a surpris de lire Femmes hors normes avec votre signature et de savoir en même temps que vous prenez la médecine esthétique. Oui, en fait... Une chose d'abord, c'est mon ex-mari, le docteur Luigi Polla, qui a créé Forever Laser Institute, un premier institut d'esthétique médicale en Suisse, et auquel j'ai participé. Mais j'ai jamais travaillé quand même, non? Très activement, oui. Au niveau de l'image, au niveau de toute la gestion. Mon engagement était avant tout un engagement familial, en fait, à l'époque. J'aime la beauté, j'aime l'esthétique, j'aime me faire belle moi-même du mieux possible. Mais vous voulez plus trop être rapporté à ça puisque vous avez tourné la page, c'est ça? C'est-à-dire aujourd'hui ce sont mes filles, les 4 filles Polla qui s'occupent de cet institut d'esthétique, qui d'ailleurs vont ouvrir une boutique à Lausanne. Enfin, elles font plein de choses, c'est magnifique. C'était le rêve de mon ex-mari, c'est d'avoir les 4 filles, les garder sous ses ailes. Ce n'est pas exactement mon rêve. J'admire mon ex-mari, j'admire mes filles. Je trouve que ce que l'esthétique médicale peut apporter en fait en termes de bien-être est quelque chose d'extrêmement important, oui. Mais ça casse pas les normes. Oui. C'est-à-dire que je crois que ce que j'aimerais, c'est qu'en fait, est-ce qu'on essaye toujours de faire, c'est de faire en sorte que chaque personne qui vienne puisse nous dire comment elle aimerait être et pas imposer une norme de beauté. Et moi, je le fais maintenant avec l'art. Mes filles le font avec les personnes. Mais c'est vrai que la beauté, elle embellit le monde. Dostoïevski disait que seule la beauté sauvera le monde. Et la beauté, c'est très, très vaste. Mais c'est vrai qu'elle doit pas être imposée. Ce doit pas être, le médecin ou la soignante qui décide, voilà, vous avez, ça va pas du tout, mais qui doit, en fait, écouter. Et qui doit écouter. Et souvent, elle demande, en fait, aux gens d'apporter une photo d'elle ou d'eux, parce que les hommes aussi. Gentiment. Voilà, d'elle ou d'eux, et de dire, voilà, comment je me vois.
Et donc, ça correspond à une valeur qui est le respect de la norme de chacun et non pas d'imposer la norme de la beauté sociale. Là, je vous rejoins tout à fait. François Martalère, je ne sais pas si vous feriez de la beauté de la médecine esthétique, mais non. En tout cas, clairement pas. Je devinais la réponse. J'aime me voir vieillir. Il est tellement beau qu'il n'y a rien à faire. Voilà. Petit message. Rien à retoucher, François. Voilà. Petit message pour votre épouse. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez la liberté en commun, c'est vrai, et vous appliquez la liberté même dans l'informatique. Expliquez-nous comment et pourquoi. Moi, j'ai découvert un petit peu sur le tard tout ce mouvement des logiciels libres, qui méritent bien leur nom, qui sont en fait le fruit de cette nouvelle économie émergente, qui est l'économie collaborative, où au fond, l'intelligence est collective, elle est à l'échelle planétaire, elle permet de faire plus rapidement des choses plus raisonnables, plus utiles, et à des coûts qui sont abaissés. J'ai la conviction, comme économiste de formation, que ce modèle va finir par s'imposer de manière patente parce qu'il est donc le modèle collaboratif, ouais. C'est l'inverse de la grande entreprise qui fait des logiciels qu'on ne peut pas retoucher, qui sont à utiliser tels quels et qui sont bouclés, quoi. Absolument. Oui. Là, vraiment, chacun est libre d'améliorer les choses, pour prendre un exemple simple, les logiciels dits propriétaires sont renouvelés pour amener des nouveautés, pour vous forcer ou vous inciter de manière assez insistante à changer de produit pour être vraiment à la page. Des mises à jour payantes. Voilà. Oui. Dans le modèle open source, où en principe le logiciel n'est pas vendu, personne va investir un fifrelin ou une heure de travail à faire un truc qui sert pas à grand chose. Les évolutions ne font que répondre aux attentes et aux besoins des utilisateurs. Donc on a vraiment un système, on va dire, vertueux de ce côté-ci, alors que de l'autre, on a un système qui est juste économique, qui vise à presser le citron du consommateur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jus, quoi. Quand vous créez la bonne combine, on est au début du développement durable dont on parle publiquement, finalement. On est même avant. Un peu, ouais, on est même avant. Le développement durable, c'est rapport Brundtland, 1987, conférence de Rio, 1992. Donc on est au début de l'écologie, quoi, grosso modo. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment dans la norme. On parle même plus de bonne combine ou de réparation. On a des termes comme ça, le repair café, enfin on utilise des trucs très à la mode. Vous avez l'impression que le logiciel libre, pareil, deviendra la norme, très à la mode d'ici 10-15 ans? Bon, le logiciel libre existe depuis fort longtemps. Quand je suis arrivé au Conseil d'État en charge de l'informatique... Ce ne sont pas les logiciels les plus utilisés, hein. Comment? Ce sont pas les logiciels les plus utilisés, ils existent depuis longtemps, mais aujourd'hui c'est pas la norme. Non, détrompez-vous, renseignez-vous auprès de votre service informatique ici dans la maison. Je suis persuadé, comme partout ailleurs. Je vois plus de Windows et de Apple que de systèmes d'exploitation libres. En revanche, sur les serveurs qui permettent de publier vos émissions, de les rendre accessibles en podcast, etc., 80% des ordinateurs tournent sous Linux. Ok, donc voilà. Pas chez le client final, c'est ça, mais avant. Voilà. Chez le client final, ça marche un petit peu mieux, si tant est que la direction de la RTS respecte les normes. J'ai dû écrire il y a 2 ans un Gilles Marchand parce que tout d'un coup, j'arrivais plus à regarder en différé le téléjournal. Parce qu'il y a une nouvelle norme qui a été mise en place utilisant des produits de la maison Adobe, pour ne pas les citer, qui n'existait pas sous Linux, et je pouvais juste plus regarder le TJ. Donc, mais parce que précisément, vous n'êtes pas la majorité à utiliser ces logiciels libres et ces systèmes d'exploitation libres surtout. Ouais, mais je m'excuse, mais pour un service public comme la RTS ou toutes les radios et télévisions publiques, on s'en fiche. Plutôt que de se mettre en situation de dépendance vis-à-vis d'un éditeur américain, alors on peut réunir nos budgets et puis créer ensemble un système qui soit ouvert à tous, qui soit stable, qui soit respectueux des normes et qui permette à tout un chacun, avec ou sans paiement des droits d'utilisation de Windows ou de Mac OS X, de continuer à accéder aux services publics. Enfin, ça me paraît assez élémentaire. C'est ce que vous prônez, en tout cas. Oui, et je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le faire. Bien. On va vous calmer un peu, François Martalère, avec la musique que vous appréciez. Pascal Auberson, c'est un ami à vous? Eh bien, le voici. Ça vous fera plaisir. Excellent. Après, on arrête de parler de la RTS. Un artiste brillant. Avec Mais quel homme est, super titre de Pascal Auberson qui est venu d'ailleurs à ce micro. Revoilà l'homme. L'homme devant l'homme. Massacreur d'espèces. Bétonneur d'espace. Le verre est dans la pomme. Mais quel homme est-ce?
Hélas, c'est là qu'est l'os. L'homme étant l'homme de bout en bout, limite son espace à travers l'œil de verre. Mirador aveuglant en plaçant l'œil ouvert, se distance de la pomme à laquelle il doit tout. Kérosène, safari, peau de bête et gris-gris, je veux de la neige en été, du soleil en hiver, des canons pour la neige, des néons pour bronzer, exotisme et charter, faux nomade pour grégaire, du plastique sur la mer. Mais, pensez quoi et que faire quand le nerf de la guerre, c'est rien dire et se taire, tout dire et son contraire. L'expansion sans barrière, paradis en enfer. L'éléphant, sans défense, se souvient de l'ivoire. Les héros sont du côté de Greenpeace, entre baleines et harpons. À ses filles et ses fils, je dédie cette chanson. L'arbre et la terre, poisson des mers, louez les louez. L'humanimal, à cœur ouvert, dansera, chantera, retrouvera la lumière. Allez, allez. Louez le soleil, louez la terre, louez l'eau. Louez les fleurs, louez le ciel, louez tout ce que vous voulez, mais louez quelque chose. Pascal Auberson, après Pascal Rinaldi, c'est la paire de Pascal au début de cette émission. Deux invités, François Marthaler et Barbara Polla, ancien conseiller d'État pour François Marthaler, médecin, auteur, chroniqueuse pour Barbara Polla. Et vous avez tous les deux apporté des objets. Barbara, qu'est-ce que vous avez pris avec vous? Je vous ai apporté pour chacun un carton d'invitation à ma prochaine exposition organisée à Paris qui s'appelle Warning Shot, donc coup de semonce, et qui est une exposition sur l'écologie. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je devrais recevoir une décoration comme la reine de l'écologie. Je n'ai pas de voiture. Attendez, on va vous faire un podium. On vous écoute. Ouais. On vous construit ça, on vous écoute, Barbara. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de micro-ondes. Je n'ai pas de sèche-cheveux. Je ne cuisine pas. Je mange exclusivement cru. Mais vous êtes fauchée, en fait, Barbara. Absolument, oui. Ça aussi. Ça aide à découvre ça, oui. Ça aide à être écologique, en fait, le fait d'être fauché, absolument. Oui. J'ai créé en 1994 le premier programme environnement et santé à la faculté de médecine à l'université de Genève. Et depuis, comme en fait toutes mes activités, mes engagements, je les ai déplacés en direction de l'art. Donc, je fais cette exposition dans laquelle il y a notamment une artiste suisse extraordinaire, Ursula Biemann de Zurich, qui est très connue pour ses engagements et son travail écologique dans l'esthétique. C'est-à-dire que c'est une exposition qui se veut d'abord belle, qui va attirer en fait les visiteurs par l'esthétique des images, plutôt que d'être didactique de prime abord. Et une fois qu'ils sont captivés par l'esthétique des images, ils vont pouvoir se mettre
mettre à réfléchir. Ah, d'accord. Ouais. Donc c'est inquiétant, mais beau. Voilà, c'est beau, c'est inquiétant, et c'est aussi plein de promesses par rapport aux engagements des uns, des unes et des autres en faveur de l'écologie, y compris dans le domaine artistique. Bon, puisque François Marthaler est le roi de l'écologie, on peut voilà. consacrer Rennes, Barbara Polla. Ah c'est oui, bon sans problème. Oui, très bien. Un couple royal dans cette émission. On ne pourra pas encore convoler en juste noces parce que non, je suis bien encore compris. marié. Quelques détails à régler. François Marthaler, vous avez pris votre ordinateur, vous? Ou vous Bah êtes oui, en train de évidemment. traiter vos mails pendant l'émission? Non, Non. je ne me permettrai pas. J'ai même éteint mon Fairphone pour éviter Je de vois perturber ça. Placement de l'émission. produit, bien Non, joué. mais j'ai appris à la dernière minute qu'il fallait arriver avec un objet. Il m'est apparu évident d'arriver avec un ordinateur Y, un projet, un défi que je me suis lancé, produire et distribuer des ordinateurs durables qui durent plutôt 10 ans que 5 ans, avec des logiciels libres, ce qui est la première explication de cette durabilité, puisque c'est l'utilisateur qui décide quand c'est le moment de changer de logiciel. Si tout va bien, je change pas et je garde. Et puis pour lequel c'est d'ailleurs une première mondiale. C'est la marque qui publie sur Internet en même temps qu'elle met les produits sur le marché, des guides qui permettent à chacun de le réparer lui-même, trouver des pièces de rechange, y compris le moment venu d'occasion quand elles se trouveront plus. Enfin voilà, c'est un petit peu le symbole du peut-être dernier défi professionnel que je me lance avant de prendre une réelle retraite. C'est durable. Est-ce que c'est rentable? Vous gagnez de l'argent avec ça? Non, j'en perds beaucoup en ce moment. Ah oui? Pour le moment, mais je continue à penser que le concept est porteur. D'ailleurs, les clients nous le rendent assez. Les commentaires sont dithyrambiques. Malheureusement, il y a toujours cette espèce de peur vis-à-vis notamment des logiciels libres. Ouais, mais enfin, c'est réservé aux informaticiens, alors que ça n'est absolument pas le cas. La moyenne d'âge des clients qui achètent sur le web est supérieure à 60 ans. Donc c'est bien la preuve que on peut parfaitement utiliser et tout faire ce qu'on fait aujourd'hui avec l'informatique moderne. Mais comment ça se fait que vous avez que des retraités qui vous achètent des ordinateurs? Ah, c'est alors pas que des retraités, là, c'est une C'est ce que vous moyenne. venez de dire. Non, Bah, il si y a la des- moyenne est plus de 60 ans, François, Non, mais parce pas qu'il y a beaucoup des- d'ados, hein. Non, parce qu'il y a Colibri, 84 ans, qui écrit régulièrement sur le forum pour poser des questions. Colibri? Oui, c'est le petit pseudo qu'elle s'est choisi. Je trouve ça très touchant. Je la connais personnellement parce qu'on D'accord. s'est croisés 2-3 fois, mais je trouve ça très touchant. Donc 84 ans, ça permet de démontrer que il y a aussi des jeunes de 18-20 ans qui se lancent dans l'aventure avec beaucoup moins d'appréhension d'ailleurs, parce que pour eux, l'informatique, ils ont assez vu passer de systèmes différents pour s'en sortir. En tous les cas, ils touchent partout et puis ça finit par marcher. Barbara Polla, vous êtes sensible au combat de François Marthaler? Je suis très sensible à l'engagement. Je préfère en général parler d'engagement que de combat. C'est parce juste. que- Pour un pacifiste, en plus, le terme est mal choisi. Voilà, Je suis désolé, oui. Non, mais c'est un combat productif, créatif et non pas défensif. Je suis très sensible et en fait, quand je vous demandais tout à l'heure quel était votre engagement pacifiste aujourd'hui, c'est vrai que personnellement, une des choses qui me préoccupe le plus dans l'écologie et dans la notion du développement durable de notre planète, c'est en fait la guerre, parce que les armes posent un défi absolument épouvantable à l'écologie et à l'environnement planétaire. Et j'aimerais que quelqu'un comme vous, avec l'expérience que vous avez dans le domaine, à la fois pacifiste et à la fois environnemental, en fait mettiez ces deux choses ensemble, parce que c'est étonnant de voir à quel point les écologistes les plus engagés, en fait, semblent ignorer le fait des armes. Alors on nous dit, oui, attention, une bouteille en pète, quelle horreur. Mais je veux dire, quand on pense le mal que fait à l'environnement, que font les armes, c'est juste une échelle tellement différente que je souhaiterais, parce qu'il est évidemment hors de question que vous ne preniez une retraite, c'est que quand vous aurez atteint vos objectifs avec la durabilité des ordinateurs, vous vous engagiez avec moi, par exemple, après ce premier rendez-vous, pour sensibiliser le monde entier aux questions
écologique de l'armement, quitte à fabriquer des armes vertes. Je veux dire, si vraiment on n'arrive Ça, pas, j'y avais pas pensé. oui, parce que Et open source. il y a des gens Ça ressemble à quoi une arme verte, Barbara mais Polla? c'est une arme qui respecterait l'environnement. Je On veux tire dire, des graines, quoi. voilà, Oui. par exemple. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de gens qui disent c'est impossible, la guerre va jamais cesser. Vous en parliez tout à l'heure. C'est dans l'humanité même, ou bien ça fait avancer les technologies. Mais alors, réfléchissons à cette immense destruction des armes qui est humaine, mais aussi environnementale, ce qui rejoint bien sûr l'humain. Et je trouve qu'il y a là un champ d'exploration et de nécessité d'engagement où on vous attend. François. Mais François Marteller. Moi, j'aurais envie de renvoyer à Barbara Polla la question de savoir comment elle s'est comportée lorsqu'elle était conseillère nationale sur les questions liées à l'armement, à l'armée, à la suppression de l'obligation de servir et tout ce genre d'éléments. Enfin, peut-être aviez-vous déjà les mêmes opinions, mais je pense qu'on ne peut pas vous entendre beaucoup au sein de votre groupe. Non. D'ailleurs, c'est une des choses, si vous voulez, quand vous arrêtez la politique, quand on n'est plus élu et qu'on n'est plus, vous le savez très bien, qu'on ne représente plus un certain nombre, enfin c'est encore différent à l'exécutif, mais qu'on n'est plus là pour représenter les personnes qui vous ont élu, c'est vrai que ça permet une liberté de parole supplémentaire. Et que la question de l'armement, comme la question de la propriété privée, à laquelle je me suis aussi déjà opposée alors que j'étais conseillère nationale, sont des questions sur lesquelles j'étais quand même discrète, en effet. Et le fait de ne plus Mais être... pourquoi vous qui admirez Che Guevara, vous pouvez pas être discrète au Conseil national? Ça n'a Oui. pas de sens. Le Che n'a jamais été discret, Barbara. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il était mon modèle. Raison pour laquelle, bien sûr, je suis rentrée au Parti libéral. Ça paraît d'une logique Évidemment. politique sans faille. D'une Évidemment. logique politique sans Évidemment, faille. Barbara. Mais peut-être que c'est plus l'esthétique qui m'a guidée en l'occurrence. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais occupée au Conseil national à m'engager pour d'autres sujets. Et je pense que je n'avais pas et je n'ai toujours pas vraiment les compétences nécessaires qui me permettent, de mener ce combat contre les armes. J'ai des idées, j'ai des intuitions, mais en général, quand je sais pas, j'essaye d'être plutôt discrète. Lancez-vous, Barbara Polla, François Marteller, lancez votre parti politique mondial contre la guerre ou pour des armes écolo. On vous soutiendra. On écoute de la musique, Asaf Avidan, et dans un instant, on verra ce que vous avez déclaré aux journalistes, parce que vous avez beaucoup parlé aux journalistes tous les deux. Jonas Schneider, premier rendez-vous. Get
Azaf Avidan sur la première. Nous faisons ce premier rendez-vous entre Barbara Polla et François Marthaler pour encore quelques minutes et nous jouons au qui a dit. Laquelle des deux ou lequel des deux a dit « J'ai toujours éprouvé le besoin de repousser les murs ». Je crois pas que ce soit moi. Ce serait pas du François Marthaler, ce serait du Barbara Polla. Vous reconnaissez cette phrase? Oui, je pense que... Oui, c'est vous. Oui. Vous l'avez dit dans la grande presse, journal Coopération, en mars de cette année. Ouvrir les portails, toujours éprouvé le besoin de repousser les murs qui menaçaient de m'enfermer. Quel mur menaçait de vous enfermer alors, par exemple? C'est continuel, c'est peut-être avant toute chose les murs qui se construisent dans notre cerveau en réponse à toutes les pressions de l'environnement social. C'est peut-être ça avant tout, mais c'était... Vous en avez identifié en particulier? Pour moi? Oui. Le fait d'être sage, le fait de travailler, le fait d'être indépendante, en fait toutes les valeurs qu'on se donne à soi-même et qui viennent de la famille, de l'éducation, elles représentent à un moment donné des murs. Et ce sont souvent les visions qu'on a d'être belle, par exemple, puisqu'on en parlait tout à l'heure, de repousser ces murs-là, de les abattre avec cette idée très belle et très connue, bien sûr, que les murs qu'on abat ou qu'on repousse créent des ponts. Qui a dit « J'ai un certain détachement à l'égard du pouvoir ». Alors ça se peut bien que ce soit moi. Oui, c'est du François Marthaler. Même si Barbara, vous n'avez pas une quête du pouvoir absolu. Non, moi j'aime la puissance. Le pouvoir, c'est beau que vous ayez dit ça. Moi j'aime beaucoup la distinction entre pouvoir et puissance que permet la langue française, parce que le pouvoir c'est ce qu'on prend et la puissance c'est ce qu'on donne. Donc voilà, pouvoir... C'est joliment dit, joliment résumé. En fait, les hauteurs, qu'est-ce que vous voulez, évidemment. On pourrait faire des t-shirts Barbara Polla. Hein. Absolument. Tout ça sur un coussin. Moi, c'est elle. Mais en lin durable, alors, hein, le t-shirt. François Marthaler. Donc la quête de la puissance, c'est pas du pouvoir. Si on veut citer du Polla. Je devais avoir 17 ans quand j'ai signé un petit opuscule annonçant à mes amis, connaissances, professeurs de gymnase, mon intention d'objecter, qui s'appelait Une alternative au pouvoir. C'est un opuscule que j'oserais plus relire aujourd'hui. Mais en substance, vous disiez mais l'idée que un individu puisse avoir du pouvoir sur tous les autres et décider à leur place m'était insupportable. Voilà, en fait, moi je suis pas un libéral, je suis un libertaire au fond. Aussi loin que je remonte. Donc, mais vous avez eu du pouvoir, François Marthaler. Oui, tout à fait. Beaucoup de pouvoir même. Alors, moi, j'ai vu les gens transformés par le pouvoir, notamment par le pouvoir qui est constitué par une élection brillantissime. Vous voulez dire des collègues conseillers d'État qui ont été transformés par le pouvoir? Oui. J'ai vu Et ça se voyait à quoi? Des élus par des comportements absolument autoritaires. Qui transforme la perception des autres, la capacité d'écouter, la capacité d'entendre d'autres arguments que les siens propres. Enfin, non, et ça, j'ai pas du tout été atteint par ce syndrome-là. Mais parce que vous y avez travaillé, vous étiez menacé par ce syndrome, parce que vous aussi, vous avez eu du pouvoir rapidement au Conseil d'État. Je pense que le pouvoir, effectivement, il est assez considérable. C'est pas le président de la République, mais française, mais tout de même un pouvoir considérable. Mais que j'ai toujours cherché à exercer avec la plus grande parcimonie et surtout en le partageant autant que faire se peut. Quitte à me mettre d'ailleurs en difficulté. Je me souviens qu'une des premières choses que j'ai faites en arrivant à la tête du département des infrastructures, c'est lancer une enquête de satisfaction auprès de tous les collaborateurs que je suis ensuite allé trouver. Il y avait quand même plus de 1000 collaborateurs pour pouvoir échanger directement avec eux, et ça m'a valu une méchante claque, parce que l'appréciation que des collaborateurs avaient du chef de département à l'époque, un peu, je sais pas si c'était pour sa naïveté ou quoi, était extrêmement négative. Donc il a fallu que j'accepte ce signal, et puis on a remis l'ouvrage sur le métier, organisé les choses, et tout s'est magnifiquement bien terminé. Voilà, j'ai été content d'exercer ce pouvoir-là. Qui a dit « J'ai été fidèle pendant mon mariage » Ça, c'est moi. C'est du Barbara Polla. Moi aussi. Moi, parce que j'en sais rien, mais moi, je le sais pour moi. Hein. Mais Barbara... On sait jamais pour les autres. On sait que pour soi-même. Vous aviez besoin de le préciser, quand même, de l'illustrer. Comment ça se fait? Parce que... Monsieur Abel
pensais que je ne l'étais pas. Donc voilà. En fait, j'ai pas ressenti le besoin de le préciser, mais c'est vrai que on me voit en général comme quelqu'un d'un peu volage, justement libertaire. En fait, voire libertin dans ce cas-là. Voire libertin, oui. Voilà, exactement. C'est quelque chose. L'éloge de l'érection, il y a peut-être voilà, quelque peut-être chose. l'éloge de l'érection a participé à bonne mémoire, cette vision. François Marthaler, Tout à bonne fait. lecture. Très bonne lecture. C'est du Barbara Polla. Oui. Ça c'est que du Barbara Polla parce que d'après Google, en français, en anglais, personne n'a jamais écrit un éloge de l'érection. Donc on a cette, à part moi, oui. On a cette vision de moi comme étant volage, libertine. Mais donc on peut écrire éloge de l'érection et être très fidèle. Absolument. Et en fait, surtout le message que j'essayais de faire passer, que j'essayais à l'époque de faire passer à mes filles, c'est que j'étais fidèle non pas pour des raisons morales, pas parce que c'est bien d'être fidèle et que c'est mal de ne pas l'être, mais parce que c'était comme ça que moi j'étais bien. C'était en fait confortable, agréable, c'était ce qui me convenait à moi. Je suis libre d'être fidèle. Voilà, j'étais libre d'être fidèle et moi j'aimerais même qu'on abolisse la notion de tromperie. Donc si vous voulez, il y a la question théorique, puis ensuite il y a la question pratique et donc j'essayais de réconcilier la pratique de ma fidélité avec ma théorie qui est de dire que la fidélité n'est pas nécessaire à la beauté de la vie du couple. Voilà pourquoi j'ai parlé de ceci. Éloge de l'érection unique donc. Enfin, non, de l'érection multiple. non. Mais du même propriétaire, je voulais dire. D'accord. On enchaîne. Qui a dit « Le côté personnalité publique ne me manque pas du tout » ? Ah, ça doit être moi, oui. Oui, parce que Barbara Polla est toujours une personnalité publique. Vous aussi d'ailleurs, François Marthaler, mais vous semblez l'ignorer. Le côté personnalité publique ne me manque pas du tout. Non, je vous assure que les choses changent extrêmement rapidement à partir du moment où vous n'apparaissez pas sur toutes les ondes, dans les journaux. Excusez-moi de vous avoir invité alors, parce que c'est reparti pour un tour là, oui. Il ne reste pas moins que j'ai très vite vu la différence. Après avoir quitté le Conseil d'État, on ne m'interpelle plus à l'extérieur, enfin au magasin, on vous salue plus de la même manière et vous rentrez très rapidement dans la grande masse. Mais plus que personnalité publique, vous avez toujours attiré une certaine sympathie quand même que vous sentez, j'imagine, surtout dans le canton de Vaud, là où on vous connaît particulièrement. Bah écoutez, tant mieux. Non, vous la sentez pas particulièrement. Non, pas particulièrement. J'ai été un peu asticoté par les médias quand même. De manière assez et vous retenez agressive. Plus ça qu'un élan de sympathie à votre égard. Ouais, mais enfin bon, peu importe, j'ai pas souffert ni de l'un ni de l'absence de l'autre, donc non, c'était un moment très plaisant. Je tiens cependant à préciser que c'était peut-être pas la période la plus heureuse de mon existence. Il faut dire que laquelle ? Les quelques 10 ans passés au Conseil d'État vaudois. L'aboutissement de votre carrière politique n'est pas la période la plus heureuse de votre vie. Bah, ma carrière politique était relativement brève, 15 ans y compris la députation au Grand Conseil, donc c'était relativement court. Mais il faut dire que j'ai un point de comparaison qui est assez unique. J'ai la chance inouïe, depuis que j'ai l'âge adulte, de ne faire que ce que je veux, ce à quoi je crois, avec les gens qui partagent les mêmes valeurs que moi. C'est vrai pour la Bonne Combine, le bureau d'investigation sur le recyclage et la durabilité, aujourd'hui avec les ordinateurs durables OI. Mais évidemment, la définition, faire ce à quoi on croit avec des gens qui partagent les mêmes valeurs, c'est pas exactement ce qui peut s'appliquer au fonctionnement d'un gouvernement cantonal. Oui. Un homme libre, c'est donc un politicien malheureux. C'est ça, François Marthaler. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci Barbara Polla également d'être venue pendant une heure faire votre premier rendez-vous. À une prochaine. Bonjour Lucas Torrent. Bonjour. Dans un instant à l'abordage. À l'abordage, et comme tous les mercredis, il y a Blaise Bersinger qui viendra faire une chronique. Et d'ailleurs, comme il est pas là en studio, oui, et il part dans 5 minutes, il vient d'arriver. Oui. J'allais lancer un appel, mais il fait coucou. Et sinon, un très beau reportage, on va être dans le Soudan du Sud. Un pays qui va pas bien du tout et on rencontre une personne qui a des espoirs, des envies et puis un idéal. Très bien, merci Alexandre Davoine qui réalisait cette émission. On se retrouve demain à partir de 14h. Bel après-midi sur la première, il est tout pile 15h.